Bonsoir, ici Sabine Friesinger pour CETV News, l'émission d'actualité et d'analyse de CETV, votre station télé-web communautaire. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler du plan Nord, le plan Nord, instrument de création de richesse ou de misère. Au cours de l'émission, on va explorer les enjeux entourant le plan Nord, la façon que le plan Nord peut avoir un impact sur les populations locales, sur les populations autochtones, sur l'écologie du Nord. Tout ça en vue du forum contre le plan Nord colonial qui a lieu en fin de semaine ici même à Concordia. Au cours de l'émission, nous présenterons également quelques clips qui ont été produits par les membres du collectif de nouvelles de CETV. Mais d'abord, avec nous en studio, Stéphane Corriveau, qui est membre du regroupement pour une solidarité avec les Autochtones. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Sabine. Bienvenue. Alors, Stéphane, d'abord, le plan Nord, explique-nous, c'est quoi cette bébite-là? Qu'est-ce que ça mange, dans le fond? Qu'est-ce que ça mange? Le plan Nord, en fait, c'est une invention qui a germé dans la tête de M. Charest et de quelques-uns de ses amis au moment de non pas de la dernière campagne électorale, mais de l'avant-dernière campagne électorale. Il a sorti ça de son chapeau en disant que, au fond, en s'inspirant de projets similaires qui avaient eu lieu dans l'histoire du Québec, entre autres la baie James et d'autres, en disant bon, bien, l'avenir du Québec, c'est là. Moi, je vais créer des centaines de milliers d'emplois, je vais faire de la richesse. Puis, au fond, personne ne savait ce que c'était. À vrai dire, même lui, il ne savait pas ce que c'était parce que il a fallu plus de 2 ans au gouvernement, après son élection, avant qu'il soit en mesure de sortir un document qui disait plus que des généralités. Pendant ces 2 années-là, ils ont travaillé en vase clos avec des compagnies minières, avec des gens Hydro-Québec, avec certaines entreprises de gens-là, en disant qu'est-ce que vous voudriez faire si on vous donnait quelques dizaines de milliers de kilomètres carrés pour vous amuser. Évidemment, un des problèmes principaux avec cette idée-là, c'est que ils ont pensé à parler à beaucoup de gens, mais pas à ceux qui vivent sur ce territoire-là, les Autochtones, et même pas à ceux qui sont censés avoir donné le mandat à M. Charest à l'époque d'être premier ministre, puisqu'il n'y a pas eu d'événement. Quand le projet a été conçu, ça s'est fait en vase clos, comme je disais, avec des gens d'affaires, des investisseurs, beaucoup d'investisseurs étrangers, mais pas avec les Autochtones, puis pas avec la population du Québec en général. Et tranquillement, à force de faire travailler des gens, bien, ils sont arrivés à une espèce de vision, puis à une espèce de plan, effectivement, à mettre sur la table. Et plus on en apprend, plus c'est terrifiant. Parmi les choses que la plupart des gens ignorent quand ils entendent parler du plan Nord, c'est que c'est d'abord et avant tout un plan d'exploitation minier. Et toutes les entreprises minières ont 2 grands défauts. La première, c'est qu'évidemment, par définition, l'exploitation minière ne peut pas être une activité vraiment de développement durable parce que tu as une quantité fini de matériel dans le sous-sol. Donc, si tu dis « je le pige », bien, tu peux dire « je vais en piger pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans », mais éventuellement, ce qui est dedans ne sera plus là quand tu vas avoir fini de faire l'extraction. Et surtout, le fait est que toutes les entreprises minières ont des processus qui sont extrêmement polluants. Ce n'est pas juste descendre délicatement, faire un trou puis extraire un peu de matériel. On sort littéralement, dans la plupart des cas, 1 tonne de matériel pour produire quelques kilos de produits finis. Donc, 1 tonne de roche pour sortir 2 kilos de fer, pour sortir ainsi de suite. Et ce qui est sorti est juste rejeté à l'extérieur. Et pour retirer le fer qu'il y a dans cette tonne-là, on va utiliser beaucoup de produits chimiques, des quantités phénoménales d'eau, des quantités phénoménales d'énergie. Donc, c'est des processus qui sont extrêmement consommateurs de ressources et beaucoup de produits chimiques qui ont des impacts très négatifs. On parle de quantités là, fantastiques ou terrifiantes, selon le mot qu'on préfère, de cyanure, de quantités d'oxyde, de toutes sortes de plomb, enfin, beaucoup de matériaux qui ont comme effet de détruire l'environnement. Et là, on n'est pas des gens qui crient au loup. Il y a des exemples qui sont très bien documentés, pas ailleurs dans le monde, mais ici au Québec, par exemple, la principale mine pendant longtemps était la mine Horn à Rouyn-Noranda. Alors, la mine est au bord d'un immense lac qui s'appelle le lac Ossisco. Ce lac-là est mort. La ville de Rouyn-Noranda ne peut pas prendre d'eau là pour alimenter l'aqueduc parce que le lac est biologiquement
mort. Il n'y a même plus de méné, il n'y a pas une grenouille dans ce lac-là, il n'y a rien, malgré que ce soit un immense lac. Puis on ne peut pas boire l'eau du lac, même en ayant été filtré, parce qu'il y a trop de produits chimiques dedans. On se retrouve dans des situations où, aussi, une autre chose qui a été jusqu'à maintenant occultée, c'est que sur les si je me rappelle bien, 95 mines qui sont annoncées dans le cadre du Plan Nord potentiellement, il y a 42 de ces mines-là qui sont des mines d'uranium. Alors là, ça a des conséquences immenses, pire encore que le cuivre ou l'or ou le fer, parce que on parle de sortir des produits radioactifs de la Terre qui sont dans un environnement qui s'est développé, qui a pris des millions d'années, pas des dizaines, pas des milliers, des millions d'années à se stabiliser, puis à s'installer là, puis à avoir l'environnement qui réussit à cohabiter là-dedans. Quand tu sors ces produits-là des profondeurs de la Terre, où ils sont, à plusieurs centaines de mètres ou même à plus d'1 kilomètre de profondeur, tu débalances évidemment cet équilibre-là qui s'est fait. Tu contamines avec des produits radioactifs toute la nappe phréatique des alentours et toute la faune et la flore des alentours est immédiatement infectée par ça. On a un exemple très, très concret en Saskatchewan. La première mine d'uranium de l'histoire du Canada et la principale encore. Il y a un territoire d'une dizaine de kilomètres carrés autour de la mine qui est maintenant devenu littéralement mort. Il n'y a plus de plantes, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus rien autour de ça. Nous, on dit go, 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 on va s'en construire. On parle de. Puis c'est des chiffres qui dépassent l'entendement. Un des grands projets qui est prévu dans le cadre du Plan Nord actuellement, c'est qu'il y a une grande minière spécialisée dans le domaine du fer, ArcelorMittal, qui est une entreprise intégrée. C'est à la fois une minière, une entreprise qui fait le raffinage, qui vend, qui fait l'acier. Donc, ArcelorMittal parle de doubler, c'est-à-dire qu'ils vont passer à au-delà de 2 milliards de tonnes. Donc, ça en fait des tonnes, 2 milliards de tonnes par année qu'ils veulent exploiter, puis amener à cette île, puis envoyer à travers le monde. Tout ça, évidemment, exige un investissement collectif gigantesque. Et donc, en soi, le projet pourrait être très, 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 très questionnable pour ses impacts environnementaux. J'ai donné des grandes lignes, je pense, qui en parlent un peu. Mais en plus d'avoir des impacts environnementaux, il y a des impacts sociaux, culturels, politiques et économiques gigantesques. Parce qu'a priori, tout ça, on pourrait dire, c'est bien beau, on a besoin de jobs, puis on a besoin d'argent pour vivre et pour faire de la richesse. Le problème, c'est que si tu veux calculer correctement l'impact d'une mine comme celle-là, tu ne peux pas juste dire la mine va exister le jour que le premier ouvrier va se mettre à creuser, puis quand ils auront trouvé le dernier morceau d'uranium ou la dernière pépite d'or, ils vont fermer la mine, puis bien, pendant 10 ans ou 30 ans ou 40 ans, ça aura été payant. C'est pas vrai parce que cette mine-là, même s'il n'y a plus de métaux précieux dedans, pendant des dizaines, des centaines, et dans le cas des mines d'uranium, des milliers d'années, il va y avoir des conséquences. Donc, tu ne peux pas amortir, tu ne peux pas calculer que le rendement de la mine, c'est sur 40 ans. Il faut que tu calcules le rendement de la mine sur 100 ans, 200 ans, 1000 ans. Et quand tu le calcules sur 1000 ans, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. C'est un déficit pour tout le monde. C'est un déficit, sauf pour celui qui, pendant 30 ans, ArcelorMittal ou une autre compagnie, Rio Tinto ou un autre, eux, pendant 40 ans, ils vont faire de l'argent. Mais collectivement, que ce soit les populations autochtones, que ce soit les populations non autochtones qui vivent dans la région ou l'ensemble de la population du Québec, nous, on va payer pendant 1000 ans pour les retombées négatives de cette mine-là parce que les actionnaires de ces entreprises-là, pendant 40 ans, vont avoir fait de l'argent. Alors, il faut faire les vraies mathématiques puis arrêter de se faire raconter des histoires de création de richesse. Non seulement ça, mais la mine elle-même peut être rentable à court terme pendant 40 ans. C'est pas du tout évident qu'elle est rentable pour nous collectivement, même pendant ces 40 ans-là, parce que pour qu'une mine fonctionne, ça prend des chemins de fer, ça prend de l'alimentation électrique, ça prend l'approvisionnement en eau. Et toutes ces infrastructures-là, le gouvernement du Québec est là à dire « Venez-vous-en, on va vous les donner ». Mais ce qu'il leur donne, il nous le prend. Alors ça veut dire que Hydro-Québec, qui actuellement produit déjà plus d'électricité que ce que la population du Québec en a besoin, va être obligé d'emprunter des sommes phénoménales pour construire des nouveaux barrages, construire des nouvelles lignes haute tension qui vont détruire encore plus l'environnement, qui vont faire qu'on va avoir un endettement collectif. Parce que là, Hydro-Québec, c'est pas gratuit. Quand ils construisent un barrage hydroélectrique, on parle de milliards de dollars à chaque fois. Fait qu'on n'est pas dans l'économie locale, là. On n'est pas dans le social. On parle de milliards de dollars de destruction de sites, aussi archéologiques, mais de sites environnementaux importants.
où, en dépit de ce que la plupart des gens qui, comme moi, vivent à Montréal, il y a du monde. Ils n'ont pas une occupation du territoire comme la nôtre, mais les Inuits, par exemple, ou les Atikamekw, ou les Inuits, ou les Cris qui vivent sur ces territoires-là, ils vivent depuis plus de 10 000 ans. En 10 000 ans, ils ont été capables de vivre là, puis de maintenir la nature dans un état viable et potable. Nous, on dit 40 ans, on n'en parle plus, on va avoir fait le ménage là-dedans. Et les gens qui vivent là depuis 10 000 ans, ben, c'est dommage parce que c'est fini, on vient de caler la fin du show. Puis Merci beaucoup, bonjour. Il y a quelque chose là-dedans qui est complètement délirant. Juste d'y penser, c'est délirant. Puis une fois que tu as pensé de vouloir le faire, là, c'est plus du délire, là, c'est de la méchanceté. Là, c'est de l'égoïsme. Là, c'est vraiment une attitude de mépris à l'égard des gens qui vivent là. Parce que les gens qui vivent là n'ont pas été consultés. La plupart de ceux qui ont été d'une manière ou d'une autre associés au processus finissent par dire on va se faire avoir complètement. Parce qu'à sa face même, c'est un projet qui est dangereux. On refuse de discuter sérieusement avec les peuples autochtones de ce territoire-là depuis, disons, 150 ans, si on veut dire que depuis que le Canada existe, puis qu'on n'est pas censé être dans une relation coloniale en théorie. Bon, en fait, moi, je pense qu'on est encore dans une relation coloniale avec les peuples autochtones et on n'a pas d'entente. Ces peuples-là vivaient là avant le début de la colonisation. Ils n'ont jamais renoncé à leurs droits. Donc, le territoire, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont un minimum de droit de regard sur sa gestion, sur son exploitation, sur son fonctionnement. On fait fi de ça. Et quand ils ne se contentent pas de seulement écrire une lettre puis dire qu'ils ne sont pas contents, bien, on les met en prison. Concrètement, par exemple, lors de la conférence qu'on va avoir demain puis samedi, il y a des femmes autochtones Inuits qui ont organisé un blocage parce que Hydro-Québec, il y a des demandes de la part des entreprises pour avoir de l'électricité. Hydro-Québec a décidé de construire une ligne à haute tension pour amener l'énergie à ces entreprises-là. Ils passent sur les territoires Inuits, y compris, je ne parle même pas des grands territoires, y compris sur le territoire alloué par les réserves et tout ça, sans avoir les permissions préalables. Donc, ils se sont mobilisés, ils ont bloqué la route. Conclusion, ils se sont trouvés en prison, la SQ les a arrêtés. Alors là, il y a un déni même aux yeux du droit québécois dans la manière dont les choses sont gérées. Justement, sur ça, c'est des choses qui se sont passées au printemps, l'été. Plusieurs personnes pensent qu'avec le nouveau gouvernement au pouvoir, le gouvernement du Parti québécois, on sait que le plan Nord, d'abord, était un plan, une vision un peu Charest, là, à la Charest. Maintenant, avec le Parti québécois, plusieurs pensent que c'est un projet, le projet va avoir un air beaucoup plus humain, puis tout ça va changer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est des mythes? Est-ce qu'on devrait continuer à se mobiliser sur ça? Bien, moi, je n'ai pas de boule de cristal pour garantir ce qui va se passer, évidemment, mais sincèrement, a priori, je suis très, très, très inquiet. C'est-à-dire que peut-être que le gouvernement de Mme Marois va avoir un discours moins arrogant, moins spectaculairement offensant, mais au bout de la ligne, Mme Marois, vous m'excuserez, Mme Marois, son gouvernement ont annoncé un budget où ils ont annoncé un cadre budgétaire où il y a l'équilibre, ce qu'eux appellent l'équilibre fiscal rapidement, puis où une partie importante de la source de cet équilibre fiscal-là vient de l'augmentation des redevances minières. Alors, si elle veut faire plus d'argent avec les mines, c'est pas en fermant des mines qu'elle va y arriver. Au contraire, elle va avoir le goût qu'il y en ait plus. Il y a des gens qui ont aussi qui viennent dans ce qu'on appelle souvent le mouvement progressiste, tout ça, qui ont des positions ambiguës. Par exemple, c'est pas du tout évident que la principale centrale syndicale au Québec, la FTQ, va être vraiment critique par rapport à ça. Pour la FTQ, les emplois dans les mines, c'est des bons jobs, c'est des jobs cette année, puis ce qui se passera l'année prochaine, on gérera ça l'année prochaine. Alors, bon, je simplifie un peu, mais c'est souvent le discours au moins une partie de cette centrale-là. Alors, il y a beaucoup de forces qui ont de l'influence au sein du Parti québécois qui disent, bien, on va le faire peut-être un peu différemment, mais fondamentalement, les mines, ils vont être là, les lignes hydroélectriques, on va les faire, puis les barrages, on va les faire. Alors, si c'est pour faire le même plan, mais mettre un peu de make-up dessus,
pour moi, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on se batte. Oui, c'est la même chose. Justement, sur ça, vite fait, là, la question souvent qui arrive, c'est que, bon, le regroupement, vous défendez le droit des Autochtones de faire des rapports, en fait, des négociations. D'avoir des rapports égalitaires. Puis d'avoir. Le regroupement de solidarité avec les Autochtones, c'est bien important de comprendre qu'on n'est pas des Autochtones et on est un groupe de citoyens et de citoyennes du Québec qui, depuis maintenant 22 ans, nous rassemblons, travaillons à sensibiliser la société québécoise puis à appuyer les initiatives, les luttes, les batailles que les populations autochtones, que ce soit les Mohawks, que ce soit les Algonquins du Lac-Barrière ou les Inuits de la Côte-Nord, enfin toutes les différentes populations autochtones, à se faire entendre et à obtenir du respect de la part de la population puis des institutions de la société québécoise. Alors là, il y a un vrai défi parce que la société québécoise a décidé, je dirais, d'embarquer en grande vitesse sur un immense projet qui va avoir des impacts sur plusieurs communautés autochtones, sur l'environnement. Et franchement, dans ce dossier-là, non seulement les Autochtones vont se faire avoir, mais la population du Québec va se faire avoir. Alors, ce n'est pas un projet intelligent, ce n'est pas une manière adéquate de faire les choses. Donc, les intérêts des Autochtones et les intérêts de la population québécoise dans ce dossier-là convergent à notre avis, puis ce serait fou de ne pas le réaliser. Bien, merci beaucoup, Stéphane. Sur ça, on va inviter les gens à en apprendre davantage en allant justement au forum qui a lieu demain. Vendredi soir, il y a un débat public et samedi, toute la journée, une série d'ateliers où les gens sont invités à participer. Parfait. And we will hear more about the forum that will be happening this weekend later on in the show. We will now go to an older report produced by CUTV News team from over the summer. Around July 29th and 30th, former Quebec Premier, deposed Quebec Premier Jean Charest was in Burlington, Vermont to meet with other leaders at the Regional Conference of New England Governors and Eastern Canadian premiers. And the point of this conference was to discuss selling more electricity to the states in New England. Élise Vollant and other members of the Innu community of Ouachitmak-Maliotenam in northern Quebec traveled down to Burlington to confront the premier about his Plan Nord and to demand a seat at the negotiating table. After the Indigenous delegation was shut out of the conference by Charest and his goons, CUTV was there to speak with them about their struggle, and here's our report. Les 29 et 30 juillet dernier s'est tenue la conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres des provinces de l'Est à Burlington, au Vermont. Une délégation de la communauté Innu de Ouachit-Maliotenam, située près de cette île, s'est rendue pour dénoncer le Plan Nord et particulièrement la construction d'une ligne de transfert d'hydroélectricité sur leur territoire. Ce projet est piloté par Hydro-Québec qui souhaite vendre au Vermont de l'électricité issue de l'exploitation du barrage La Romaine. De la communauté de Ouachit-Maliotenam, on est venu demander un siège ici pour la conférence. Ça a été refusé, ils disent qu'il n'y a pas de place. Et pourtant, on fait partie des Premières Nations et le barrage qu'ils sont en train de faire, les pylônes qui vont passer sur nos territoires, c'est nos territoires. Il me semble qu'on avait le droit d'avoir un siège à la conférence. Les membres de la délégation Innu s'opposent à cette violation de leur territoire et aux impacts environnementaux d'un tel projet. Ils et elles sont venus partager leur expérience de lutte contre le gouvernement du Québec et Hydro-Québec lors d'une conférence organisée par les militants et militantes de Burlington. CUTV a rencontré Élise Vollant, porte-parole de la délégation. En détruisant le territoire, où veux-tu qu'on fasse notre culture? Il n'y aura plus d'arbres. C'est où ce que je dois aller faire pour la dépense de cet argent-là qui est en train de vouloir m'offrir? C'est pour ça que nous autres, c'est pas la majorité, c'est sûr que c'est 54 %, mais on s'est dit qu'on a refusé pareil. OK. On parle des référendums. Nous, on va avoir des élections au Québec bientôt. Vous, c'est quoi pour les communautés autochtones votre rapport justement avec tout le processus électoral qui vise à élire un premier ministre avec qui vous allez devoir négocier? Donc, c'est quoi un peu votre réaction par rapport aux élections?
C'est sûr que dans les communautés autochtones, on n'a jamais pris part aux élections du Québec, là. Que ce soit du Québec ou du Canada, on n'a jamais pris part, mais c'est sûr que je pense que maintenant, une grosse partie des communautés autochtones vont voter, puis ça va être voter contre Charest. OK. Parce que c'est ça. Donc, normalement, vous n'allez pas voter, mais cette année, il y a plusieurs communautés qui veulent aller voter. Oui, c'est ça qui va arriver parce que je pense qu'ils ne respectent pas le monde, cet homme-là, tu sais. Puis je me dis que si tu ne te sens pas respecté, pourquoi voter pour une personne qui n'en vaut pas la peine? Benjamin Gebrac, COTV News, Burlington. Welcome back to CUTV News, broadcasting live from our studio here at Concordia University. I'm your host, Sabine Friesinger, and we are now here with Dan Kuda Tagar. Hi, Dan, who is a member of the Anti-Colonial Solidarity Collective of Montreal, one of the groups organizing the forum, the Anti-Colonial Forum against the Plan Nord this weekend. Welcome to the program, Dan. Hi, thanks. To begin, you want to tell us a little bit about the Anti-Colonial Solidarity Collective and the work that you do? Our collective is, we're around 10 people, I guess, and we're a working group at Cupro Concordia. Basically what we try and do is build links between different struggles that are happening here in Montreal with Indigenous struggles, struggles of Indigenous people for defending their land, culture, for self-determination, and for resisting colonialism. And so we try and kind of actively support struggles that are happening around Quebec and Canada, as well as trying to bring an anti-colonial analysis into stuff that's happening here in Montreal. Mm-hmm. Interesting. So the student movement and other social movements in Quebec were very much mobilized around the Plan Nord. What are the kind of links that you're doing, and how are you concretely making those links? I mean, for us, one thing that came up early on in the student movement was the spokesperson or one of the spokespeople for the class, Gabriel Nadeau-Dubois, actively saying that the Plan Nord should be used as a way of funding free education. And so we tried to mobilize within the class and within the student movement against this kind of position, and making the argument that if the student movement was going to be a real movement that could point to any kind of positive change, it would need to align itself in solidarity with struggles against the Plan Nord that were happening, and against colonialism in general, and not fighting for a piece of the pie and implication in colonialism for the students. Mm-hmm. Interesting. So the forum now that's going to be taking place, it's kind of a space, from what I understand, where people can learn more and discuss these issues a bit more in further detail. Do you want to tell us a bit what people can expect at the forum? So basically the forum, it's kind of, it consists of two events. One is tomorrow night at 6:30 at Concordia. There is an event, panel discussion called Defending the Land, Indigenous Women against the Plan Nord and violence in their communities. And so that will be a panel discussion with two Innu women that have come down from the community of Ouachad Makmaniutnam near Sept-Îles, and Ellen Gabriel from Kanesatake as well. And then the next day there's going to be an open forum that's geared more towards directly planning and discussing and sharing different information that we have, different resistance, different efforts to resist the Plan Nord that are happening elsewhere, and people resisting different resource extraction projects or around North America more broadly, as well as trying to figure out how we can work together, what a broader opposition to the Plan Nord could look like.
Interesting. And for the issue of building those links with the communities, often it's in non-white, like in the white communities. There's a lot of resistance to these things. Some are blatantly open resistance. Some are also at the same time kind of reactionary. You know, what have you had any experience with that? With dealing, because you're fighting racism too and colonialism. So, it's difficult to say. I feel like there have been a lot of people in Montreal that are involved in other movements who have been really interested in hearing what's going on, and I think part of it is that it's because, I mean, a lot of these events that are happening so far away, and there's this kind of disconnection that's bound to happen, and I think a lot of people are really interested in hearing what's happening. I think that at the same time, there's a kind of colonial mindset that is pretty deeply embedded, and it's not easy to unpeel that. Yeah, for sure. Well, thank you very much, Dan, for taking the time to talk to us about the forum. People can check out what's the website where they can get the info on the program? You can find it on Facebook, or you can find it on the PASC website for Projet Accompagnement Solidarité Colombie. Perfect. Well, thank you very much. Et pour terminer l'émission aujourd'hui, on va vous laisser avec un vidéo produit par une de nos membres du collectif de nouvelles à CETV, Maryse Poisson, qui est aussi militante, étudiante et membre de la classe. Ce matin, la classe tenait une conférence de presse en collaboration avec la Ligue des droits et libertés et l'Association des juristes progressistes. Ensemble, ces trois organismes ont lancé un appel pour des témoignages de victimes de brutalité et de répression policière ce printemps et cet été. Donc, cet automne, ces trois organismes-là comptent produire un rapport en comptabilisant tous ces témoignages sur un rapport justement sur les violations des droits humains qui ont été commises durant la période de la grève étudiante. CETV va travailler en collaboration avec CLAS pour documenter ces témoignages et vous pouvez suivre les développements de ce dossier sur notre site web. Alors, merci d'avoir regardé CETV News avec nous ce soir. Vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter, @CETV News, et nous contacter évidemment par courriel à news@cetvmontréal.ca. Nous serons de retour jeudi prochain à 18h. On vous souhaite une belle soirée et n'oubliez pas de partager l'émission si elle vous a intéressé. Partagez les liens pour que les personnes puissent le voir, même si ce n'était pas en direct. Merci beaucoup. Ma mère s'est fait taper. Elle s'est fait battre par la police avec son copain, qui s'est fait incarcérer 14 heures de temps. Il y avait un homme qui la retenait à terre avec son pied. Puis il était 4 autres à frapper dessus. Elle s'est retrouvée avec une côte fêlée. On a capoté quand on sortit d'un crack puis le poivre, là, parce qu'on n'avait pas du tout été agressif ou violent envers eux. Il me tordait le bras très fort, il me répétait dans l'oreille en chuchotant que je puais et que j'étais fif. Puis on a passé 2 jours en prison. On avait comme des conditions débiles en sortant. Je les ai vus lui casser la tête directement contre une voiture. Il y avait un camarade qui venait de se faire en fait tirer dessus à la tempe, dans la tête. En fait, son œil sortait de son crâne. Tandis que j'étais au sol, ils m'ont tabassé pendant quand même quelques minutes sur les jambes et le bras. Et s'en s'est suivi 14 heures à l'hôpital et c'était une hémorragie interne en fait qui a fait perdre la sensibilité de mes 2 doigts. Dans le fond, j'ai été emprisonné de, je pense, à peu près 7 heures le soir jusqu'à 5 heures le matin. Il y avait 6 policiers, on était à peu près 12. Puis du moment où on a mis le pied dans le métro, ils se sont mis à nous suivre. J'avais un carré rouge sur l'auto dans laquelle on était, puis ils nous ont collés sur le bord de la 40. Pour aucune raison, on était 4 dans l'auto, on a demandé pourquoi, ils nous ont demandé de nous identifier. Puis ils nous disaient, vous avez un carré rouge, c'est sûr que vous allez en manifestation, c'est sûr que vous êtes des casseurs, etc. Puis on s'est fait fouiller toute l'auto, toutes nous, par des chiens, il y avait même des chiens. Vous aussi, vous avez été arrêtés,
fouillés, interrogés, insultés ou brutalisés par la police? On vous a refusé l'accès à un lieu public où vous avez été réprimandé pour avoir porté le carré rouge? On vous a empêché d'exprimer votre opinion au travail ou ailleurs? Vous avez été traité d'une façon différente ou discriminante en raison de vos opinions politiques? Des milliers d'étudiants, d'étudiantes, de citoyens et de citoyennes ont des histoires troublantes à raconter et nous voulons les entendre. Nous avons déjà plusieurs témoignages, mais pour avoir une vue d'ensemble de la répression et du profilage politique, il nous en faut beaucoup plus. Je pense pas qu'il y a eu assez de témoignages, mais c'est vraiment difficile. Puis si je le fais, ben je veux que le monde le fasse parce que c'est quand même quelque chose. Chaque expérience compte, puis c'est important justement d'en parler parce qu'il n'y a pas juste les coups de matraque puis se faire gazer, c'est pas obligé d'être spectaculaire. Ne pas en parler, de ne rien faire avec ça, on légitimise ça. On laisse une place à la répression, on la laisse vivre puis on lui donne un avenir. Transmettez-nous votre témoignage par écrit à témoignage@liguedesdroits.ca et consultez l'aide-mémoire pour plus de détails afin de savoir quoi y inclure. La grève étudiante est terminée, mais l'action politique doit continuer, parce que la répression n'a pas sa place au Québec.